Maxi Bien-être. Maxi Bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce que Méli, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi Bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, il y a comme Mélama. Pour la bateau, Nzoto, ça faible. Ah bon? Maxi Bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a beau pikiliki, il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être. Il y a un monde qui a fait un mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Pétrole congolais. Na. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis content de vous avoir si nombreux à nous suivre de par le monde. C'est bien live from USA avec Blaise Mukenge. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui n'est que autre que le prof Dave Monza, avec qui je vais devoir m'entretenir. Pour d'emblée, je voudrais vous dire que le prof, c'est un homme qui a vécu plus de temps ici à Houston, dans cette ville ici. Il a eu plus de 10 décennies, si je ne me trompe pas. Il a été professeur visitaire dans plusieurs pays. Il a été au Japon, il a été en Europe, ici aux États-Unis d'Amérique, tout comme au Congo, à Kinshasa. Avec lui, c'est un ancien de Houston. Il est aussi membre de l'association ethnique multiculturelle de Houston. Il est aussi président de la communauté congolaise à Houston. Bienvenue, Papa Monza. Yeah, merci beaucoup. Oui, quels sont les autres nombres que j'ai oubliés dans votre présentation? Je sais que vous avez un curriculum si lourd. Oui, bon, comme vous venez de le dire, ça fait longtemps que je vis ici à Houston. Oui. Et puis, quand je suis arrivé, donc, j'étais professeur à l'université de Houston. Et après un certain nombre d'années, j'ai pu quitter l'académique pour me retrouver au niveau de la recherche. C'est actuellement, donc, je travaille à Bioethics Research Corporation, où je suis responsable donc, de la recherche scientifique et du développement. Et en plus de ça, donc, comme tu connais, je suis président de la communauté congolaise ici. Donc, on essaie un peu d'encadrer nos frères et sœurs, quoi, comme vous le connaissez. Hein. Oui, c'est dans quel domaine de l'université que vous avez moi, je suis chimiste de formation. Dans la chimie, oui, donc j'ai obtenu mon master et mon PhD au Japon. Donc, je peux dire, je fais partie du groupe des premiers étudiants qui sont partis au Japon pour préparer leur doctorat. Okay, ça, c'était vers les années 70, 80. Donc, à ce moment, il y avait peu d'étudiants qui allaient étudier au Japon. Donc, nous sommes parmi les pionniers, quoi. Là, j'estime que vous parlez un peu japonais. Pas un peu, mais j'ai dû même enseigner. J'enseigne le japonais. Quelle découverte, prof. Oui, enchanté, merci beaucoup. Oui, nous parlons un peu de la RDC. Il y a une question qui est en train de brûler actuellement, c'est une éventualité d'une balkanisation du pays. Est-ce un mythe ou une réalité? Merci pour la question. Quand on parle de la balkanisation, donc, de la RDC, effectivement, donc c'est encore un mythe, aussi longtemps que ce n'est pas encore réalisé. Et quand ça deviendra des réalités dont les gens vont se rendre compte. L'idée ou la conception donc, de la balkanisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui. L'idée a été conçue depuis l'accession, depuis la création, si vous voulez, de l'État indépendant du Congo. C'est à la conférence donc, de Berlin en 1885. Et vous savez bien que pendant cette conférence, donc l'Europe, certains pays européens, s'il faut être précis, environ, je crois, 14 pays, et se sont réunis donc à Berlin. Et on a dit, à part les 14 pays, il y avait encore un autre pays, les États-Unis. Donc c'est la conférence de Bismarck. Donc, la conférence de Berlin donc, qui a été dirigée par Bismarck. Donc on avait environ 15 pays et qui se sont réunis donc, à Berlin pour départager l'Afrique. Donc pour balkaniser l'Afrique. Sans tenir compte des frontières tribaux, des appartenances. Pour eux, l'Afrique était considérée comme un continent qui n'était pas loti. Alors, donc ils ont fait le lotissement, s'il faut le dire, de l'Afrique. Ils se sont partagés donc les colonies. Et il y avait
une ère où la plupart des gens n'étaient pas intéressés. Les grandes puissances à ce moment, c'était, je peux dire, l'Angleterre, et puis le Portugal, l'Allemagne. Alors, tous ces pays avaient des colonies à travers le monde. La Belgique n'avait pas de colonies. Mais le roi Léopold II demandait au gouvernement belge s'il pouvait avoir des colonies, mais les Belges ne voulaient pas entendre parler des colonies. Alors donc, le roi Léopold II s'est arrangé, il a fait un peu de lobby à gauche, à droite, a amené donc les gens à se réunir donc à Berlin. Et après 3 mois donc de discussions intenses, ils sont arrivés donc à décrire donc les frontières que nous avons actuellement. Et puis il y avait un problème qui restait pour le Congo. Alors donc le Congo à ce moment c'était encore une grande forêt équatoriale. Oui. Alors donc les gens n'étaient pas tellement intéressés donc à investir au Congo, mais le roi Léopold II, lui, s'intéressait, il tenait coûte que coûte à avoir une colonie. Pourquoi les gens n'étaient pas intéressés au Congo? C'était dû à quoi exactement? Bon, à cette époque-là, il n'avait pas assez de moyens d'exploration. C'était la forêt équatoriale, donc les gens ne voulaient pas s'aventurer dans la forêt avec tout ce que nous avons comme animaux, donc les risques au niveau donc, de la santé, la malaria, la maladie du sommeil. Il y avait beaucoup donc, tu vois, donc, des maladies. Donc les gens n'étaient pas prêts à aller en aventure, oui. Alors donc on a laissé ça, si vous voulez, un peu en stand-by. Alors ils ont décidé de donner, si vous voulez, donc ce territoire-là qu'on a appelé l'État indépendant du Congo. Donc au roi Léopold II. Au monarque belge. Au monarque belge. Bon, on lui a dit ça, c'est ta propriété privée. Mais ce n'était pas sa propriété privée. On connaît entre guillemets s'il faut le dire. Mais ils ont appelé ça un État indépendant. C'est parce que toutes les autres colonies dépendaient des pays effectivement. Donc, en quelque sorte, la RDC a été indépendante depuis 1885. Ah, depuis 1885. Okay. Tu vois, alors c'était un État indépendant. Indépendant dans le sens que cet État-là ne dépendait même pas de la Belgique. Wow. Donc il n'avait rien à faire avec la Belgique. Mais c'était un État où toutes les nations qui s'étaient réunies à Berlin avaient droit. Dans ce sens que toutes ces puissances-là avaient le droit de venir faire leur business au Congo. Wow. Donc, par exemple, donc, la Mozambique, tout ça des territoires donc, portugais, avant d'y aller faire le business, il fallait passer par le Portugal. Mais pour le Congo, c'était open to everybody. So, toutes ces puissances, donc, y avaient le droit de faire leur business là-bas. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, nous avons un problème. Donc, nous avons comme une métropole commune, une grande métropole qui est en train de voir sur le Congo. Ah oui, c'est comme quand vous avez un lotissement, on dit, bon voilà, ça c'est ta propriété, ça c'est la propriété de M. XY, mais le terrain ici, c'est pour tout le monde. Donc n'importe qui peut aller là-bas, récolter ce qu'il veut. Alors donc les gens pouvaient faire le business là-bas anytime, donc ils n'avaient pas droit à payer les taxes et des choses comme ça. Alors c'est pour ça qu'ils ont appelé ça un État indépendant, ça ne dépendait d'aucune puissance. Alors, vers les années 1908, si je me rappelle, donc le roi Léopold II avait un peu de problème avec les financiers et tout ça, là, parce qu'il avait hypothéqué le Congo. À ce moment, donc, hypothéqué à qui? Il avait besoin de finances pour effectivement donc, valoriser le Congo. Parce qu'il a parlé de business, il voulait faire le business. Et puis à ce moment, vous savez qu'il y avait le boom du caoutchouc. Donc il fallait qu'il vende à l'Équateur, c'est dans le Congo de façon générale. Il avait un peu de l'argent pour effectivement donc, commencer ce business au Congo. Oui, hein. Donc les banques l'ont financé, mais à un certain moment, il fallait quand même qu'il paie les banques. Donc il n'était plus en mesure de payer les banques. Il y avait aussi le problème des génocides des Congolais. Parce que il y a beaucoup des images que l'on pourrait peut-être montrer à une autre occasion. On montre qu'il y a eu des mutilations des gens, les gens ont été tués. Et on dit environ 9 millions de Congolais étaient mutilés, ont péri. Donc, dans cette démarche pour l'exportation du caoutchouc, la production et l'exportation du caoutchouc. Donc, quand nous arrivons vers l'année 1960, quand on devait accéder à l'indépendance. Alors, pensez que donc, pour ces 15 pays-là, donc le Congo, on a laissé ça un peu en stand-by. Donc, c'était une affaire à suivre. Parce que si vous voulez savoir si c'était intéressant. Parce que donc, les businessmen sont toujours motivés par les intérêts. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant, là, ils se disent on peut investir. Alors, ils se rendent compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Du point de vue sol et sous-sol. Imaginez donc l'uranium
Et les Belges avaient vendu aux Américains pour bombarder donc, le Japon et Nagasaki. Vous voyez ça, donc le cobalt, tout ce que... you name it. Alors, maintenant, les grandes puissances se sont réunies et se décident maintenant à continuer leur balkanisation. Parce que je dis que l'histoire a commencé depuis 1985. Mais comme l'Afrique centrale, qui était la forêt équatoriale, les gens n'étaient pas intéressés, ils ont laissé ça. Mais maintenant, ils trouvent qu'il y a quand même des choses intéressantes. Ils se disent, bon, c'est le moment d'y aller. Alors moi, je veux aussi avoir donc ma part du butin, quoi. Alors, maintenant, ils vont diviser le Congo en 4 zones, si je me rappelle bien. 4 zones. Quelles sont ces zones-là dans lesquelles ils ont divisé le Congo? Il y a, je ne peux pas me rappeler, mais on a divisé le nord, nord-est, nord-ouest, et ensuite il y avait le sud, est, ouest. Sur le plan administratif. Sur le point de cardinaux? Non, sur le plan administratif. Okay. Parce qu'à l'époque du Congo belge, maintenant on commençait donc à implanter l'administration. Mais l'idée, c'était toujours un plan d'administration avec l'idée de balkanisation derrière la tête. Alors, quand nous tendons vers l'indépendance, effectivement, donc, ils ont dû ajouter encore 2 États, diviser ça en 6 États. 6 États, oui. Donc, 6 États avec l'idée donc, de balkaniser le pays en 6 États. Et sachez que pendant la période d'accession à l'indépendance, par exemple, prenons le cas de l'Irak, donc on a enlevé une partie que nous appelons actuellement le Koweït. L'Inde a été divisée en 3, je crois, en 2, mais principalement en 2 parties. Vous avez le Pakistan actuel, et puis donc l'Inde que nous avons, les Bangladesh, tous ces petits pays-là. Donc c'était un peu le style. Mais depuis la conférence de Bandung, quand à la conférence des pays de non-alignés, il était clair que les pays non alignés avaient décidé de garder, les pays qui accédaient à l'indépendance avaient décidé de garder les frontières héritées de la colonisation. Alors c'est à ce moment que Lumumba, qui était nationaliste, il est rentré et a décidé à ce qu'il savait déjà, il a eu vent donc de l'idée de la balkanisation du Congo. Alors il s'est dit non, nous devons hériter de nos frontières coloniales. Donc il ne faudra pas balkaniser le Congo. D'où ce mouvement nationaliste. Et voici la cause pour laquelle Lumumba a été tué. Parce que tout était prêt donc pour effectivement donc diviser le Congo en 6 États. Il y a l'État du Congo central qui devait prendre le Congo, le Bas-Congo avec le Bandundu, l'État de l'Équateur, l'État de la République orientale, l'État du Kivu, le Kasaï et le Katanga. Oui. Donc voici les 6 États qui étaient déjà donc dans leur plan. Alors Lumumba n'étant pas, étant nationaliste, il s'est dit non, il n'a pas permis donc aux Occidentaux effectivement donc de leur plan, et c'est ce qui va lui coûter la vie. Donc la balkanisation n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, comme je le dis. Et ici, il y a même un passage, hein, si je peux le lire, c'est que Lumumba donc, avait dit, ça c'est vers les années 1960, il ne faut pas oublier, il dit le complot était déjà fait. Il parle de la il sous-entend la balkanisation. Non, il parle de la balkanisation. Le complot était déjà fait. Le plan était déjà établi. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser le Congo. Ça, c'est en 1960, c'est pas aujourd'hui. Dans le discours de Patrice Emery. Non, dans l'une de ses déclarations. Maintenant, ils ont vu que c'était intéressant. Le moment était là maintenant, le moment était arrivé pour diviser le Congo. Donc ça, c'est dans leur plan de balkanisation pour terminer ce qu'ils avaient commencé en 1885. Et Lumumba s'oppose à ça. Et il le dit bien, l'éclatement du Congo, c'est demain. C'est un peu genre prophétie, il faut le dire. Donc c'est demain. C'est-à-dire, demain, ce n'est pas le lendemain, mais il part dans l'avenir. Donc il y a toujours au-dessus du Congo, c'est comme l'épée de Damoclès, et donc la balkanisation est là. Elle est toujours pending. Anytime if something happens, si l'occasion le permet, boum, c'est exécuté. Mais ils disent aussi que la balkanisation, ce n'est pas quelque chose qui va venir, qui va se faire donc spontanément, ou bien en un jour, mais c'est un processus. Parce que aussi l'Europe se trouve devant des lemmes. Maintenant, on nous a appris la démocratie. Ils ne peuvent pas aller donc, à l'encontre des principes qu'ils nous ont enseignés. Qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Et qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Donc, ce qui fait que maintenant,
l'Europe est en train de trouver, un autre moyen et pour réaliser cette balkanisation d'une façon silencieuse sans que les gens s'en rendent compte. Et pour qu'ils ne soient pas responsables. Parce que vous devez vous battre, vous divisez votre territoire. Bon, l'un se dit, moi, les gens de Bandundu, par exemple, disent, nous retirons, nous créons donc notre État indépendant de Bandundu, le Congo central. Tout ça. Bon, ça, c'est le problème des Congolais, c'est pas nous. Mais qui tire les ficelles en bas, c'est toujours les 15 puissances. Donc, les Congolais doivent comprendre que le problème est là, mais ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 50 ans, mais tôt ou tard, cela risque de devenir une réalité. Et si aujourd'hui ça ne passe pas, effectivement c'est parce que, regardez l'action de Lumumba, il a fait comprendre aux autres nous devons défendre nos frontières de l'époque héritées donc de la colonisation. Et ensuite vous voyez Mobutu qui vient pendant son règne, malgré ce qu'il a fait de bon et de mauvais, mais le président Mobutu a inculqué au niveau donc des Congolais, effectivement, cet esprit de nationalisme. Nous nous identifions à travers une nation, disons, nous devons défendre l'intégrité de notre territoire. Donc cet esprit, effectivement, est là. Donc c'est l'union, l'esprit de la nation, qui en tout cas, comme on dit chez nous, on ne peut pas donc le prendre ça. Et puis c'est encore là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Blancs n'arrivent pas effectivement à balkaniser donc notre pays. Et je crois bien que le peuple congolais doit toujours continuer à être prudent et à être vigilant parce que le blanc, ces hommes d'affaires, les business, ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, ils ne vont pas baisser leurs bras. Donc ils sont toujours prêts. Ils attendent dès qu'il y a un moment qui se présente, effectivement dans leur plan, on va passer. Ok, on prend une pause. Quand on va rentrer de la pause, on va parler de l'ère Mobutu, aussi du début du parti politique en RDC ou au Zaïre. Je suis content de vous avoir nombreux en train de nous suivre de par le monde. Le professeur Dave est encore avec nous. Il est en train de nous enseigner, de nous parler de la République démocratique du Congo en fond et à large. Prof, yes. Parle-nous un peu du début de la politique en RDC. J'ai l'impression que quand on voit les partis politiques congolais qui avaient commencé dans le temps, ils avaient des noms liés au tribal, aux origines et aux provinces. Vous avez la CONACAT, vous avez la BACO, qui est l'Alliance des Bakongo, et ainsi de suite. Effectivement, comme c'est repris dans des livres historiques, vers dans les années 50, il y a eu un mouvement, le mouvement donc des indépendances à travers l'Afrique et aussi certains pays d'Asie. Et vous savez qu'à ce moment, l'Europe venait de sortir de la guerre, donc elle était en faillite, elle n'avait pas suffisamment donc des moyens pour continuer donc à entretenir les colonies. Oui. Et effectivement, donc, les colonies en ont aussi profité. Ils ont formé des gens évolués, comme je disais, donc les gens comme le Lumumba et d'autres intellectuels. Ils ont commencé à réfléchir et tout le monde réclamait l'indépendance. Bon, nous étions encore des petits. Je me rappelle, les gens parlaient de Dipanda, bon. Mais vers les années, je crois, 56 ou bien 58, je me rappelle, bon, comme je le disais, toi, dans le cadre de la balkanisation, donc, ces gens, la Belgique, donc, pensaient toujours quelles seraient donc de bonnes stratégies pour arriver donc tranquillement, donc balkaniser le pays sans créer de problèmes. Ils ont commencé à créer, dans certains pays, les partis politiques, surtout les pays anglophones, donc les partis politiques commençaient à naître, alors qu'au Congo, il n'y avait pas de partis politiques. Alors ils ont commencé par créer si vous voulez, donc des mutualités, des associations qui étaient à base tribale. Donc vous avez la BACO et d'autres que vous avez citées là. Donc tout est parti de là. Bon, c'était des associations, mais de là, maintenant, ces associations ont évolué en partis politiques. Donc, ce qui fait que nous avons certaines incompréhensions. Certaines personnes abordent la politique sous l'angle purement tribal. Donc, si tu n'es pas de sa région, donc automatiquement, ils ne te croient pas, il n'y a pas confiance. Tu vois, là.
Mais cela a évolué avec la zaïrianisation, avec la création de l'État zaïre, s'il faut le dire, et quand Mobutu est arrivé. Quand Mobutu est arrivé au pouvoir, j'ai l'impression que, comme compte tenu du rôle de Mobutu dans la guerre froide, qui était de montrer un contrepoids au bloc socialiste, ils ont un peu fermé l'œil à laisser Mobutu de consolider l'unité nationale. Ah oui, bon, quand Mobutu est arrivé, bon, effectivement, il y avait des provinces 7, tout ça là, donc il a diminué ça, donc je crois, 11 provinces, les grandes provinces que nous avions, et puis il a créé le MPR, il a mis tout le monde. Il a instauré 4 grandes langues comme des références. Oui, donc. Ça, ce sont les éléments positifs de ton Mobutu. Effectivement, donc. Il a regroupé toutes ces provinces en grandes provinces et puis ensuite aussi, bon, il a instauré les MPR, parti État, Tata Bomoro, Babamoro. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui nous rigolons, bon, mais d'une façon, quelque part, ça a eu un impact en nous sans le savoir. Donc, le Zaïre, c'est un pays, nous sommes tous d'une même nation. Et puis moi, je peux dire que c'était posé dans le sens que si tu étais, par exemple, du Bas-Zaïre, tu pouvais aller dans le Kivu, travailler là-bas, et être même candidat. Moi, j'ai vécu dans le Kivu, j'avais des amis qui étaient des Kassaïens, bon, qui étaient du Bas-Zaïre, qui étaient de Chabat, bon, Katanga, si vous voulez, mais qui étaient des commissaires de zone. Moi, je me rappelle qu'à 20 ans, Mobutu avait imposé le système-là de rotation. Il faisait une rotation de gouverneur. Ça dépendait qu'il soit membre du MPR. C'est peut-être que vers la fin du temps de Mobutu qu'il a voulu répondre un peu aux aspirations des provinces. Entre autres, le Katanga qui voulait avoir une part de lion dans ces partages-là et avoir qu'un gouverneur vienne de la province. Mais c'est... Ça, en quelque sorte, ça a arrangé certaines personnes. Non, mais ce que je veux dire, que le point que je suis en train de développer est de montrer que pendant cette période-là, il y a eu une certaine... intégration donc, entre les tribus. Oui. Donc, quelqu'un du Bas-Zaïre pouvait aller travailler dans le Haut-Zaïre sans s'inquiéter, il pouvait même être candidat. Donc, commissaire de zone, commissaire du peuple, tu vois ça. Donc, les gens pouvaient aller habiter à Gbadolité, les gens pouvaient aller habiter au Chabab. On a par exemple Koya Diallo qui était gouverneur, donc paix à son âme. Oui, donc au niveau donc de Chabab, ou bien actuellement de Katanga. Donc, il y avait cette émulation donc, au niveau de la nation. Alors, les gens maintenant sont sortis du carcan tribal. Donc, on s'identifie dans le grand Zaïre. Donc, je suis zaïrois et tout le monde savait que je peux m'établir à Kananga, je peux m'établir à Kasumbalesa, je peux m'établir à Isiro. Donc, je n'ai pas peur de personne. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sokazo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui écoute maladie dans Nzoto, la Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, dans Nzoto, Kolongono. Et ça les produit. Oyo eza komelama mpona bato oyo nzoto eza faible. Maxi bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pene. Alors soko meli Maxi bien-être yango nomoni ngai nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu pete simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na Nous sommes zaïrois à marcher. Donc, nous sommes zaïrois, donc ça marche. Et je crois bien que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons toujours à nous identifier à cette, si vous voulez, donc, des structures nationales donc, qui fait naître en nous cet esprit de nationalisme, de se sentir dans cet espace qu'on appelle actuellement donc, la RDC. Et donc nous sentons que ça c'est notre territoire, donc nous devons donc le protéger. Donc on ne doit pas nous arracher ça. Donc c'est un peu, donc, si vous voulez, donc, une conséquence positive. Il y a donc de ce que le président Mobutu a dû inculquer.
Eh bien, prof, nous sommes en train de parler de la situation actuelle du processus électoral et de la démocratie en RDC. Actuellement, il y a des candidats qui veulent le dialogue, il y a des partis politiques qui ne veulent pas le dialogue, qui veulent aller tout droit aux élections. Que tirez-vous de ce demande de ces politiciens? Il y a un groupe qui veut le dialogue. Il y a un groupe qui veut l'élection à tout prix, malgré la révision du fichier électoral qui n'est pas encore faite. Le PPD qui brandit à la révision du fichier qui va prendre beaucoup de temps pour ne pas avoir l'élection. Bon, comme je le disais tantôt là, c'est toutes les actions que nous posons ont une certaine motivation. Donc justement c'est ça. Bon, certains diront peut-être qu'ils veulent créer le glissement. Oui. Bon, Kabila ne veut pas partir, il veut rester au pouvoir. Donc il y a différentes raisons qui sont données. Okay? Mais quand vous regardez le côté de la majorité présidentielle, ils se disent qu'ils ne sont pas en mesure. On a parlé de l'argent. Oui. Il y avait comment on appelle ça, la commission électorale demande, c'est pas 1 milliard, combien de dollars américains pour organiser les élections. Bon. Alors le gouvernement dit que nous n'avons pas d'argent pour ça. Bon. Donc, mais c'est ce que beaucoup de gens, d'autres, les politiciens d'autres pays disent que ça, ce n'est que Congolais. Parce il manque l'argent n'est que Congolais pour que non, quand on regarde ce qui se passe donc, au Congo sur le plan politique, ce n'est que Congolais. Oui, vous savez qu'à l'époque, à l'issue des rencontres de Sun City, quand on a parlé d'avoir une transition avec un président et 4 vice-présidents, tout le monde n'en revenait pas. J'ai dit, mais on n'a jamais vu ça. 4 vice-présidents, donc 1 plus 4, les gens n'en revenaient pas. Bon, mais on a quand même traversé. Donc, cette tempête-là. Mais je crois bien que le problème, c'est que tout le monde doit mettre en priorité, si vous voulez, donc, le bonheur de la population. Tu vois, donc, en tant qu'homme, si vous êtes homme politique, donc vous êtes appelé à résoudre donc, les problèmes de la population, surtout donc, sur le plan social, donc sur le plan des études, de la santé, comme nous voyons ici aux États-Unis. Donc, quand nos candidats, les républicains et les démocrates sont en train de faire leur campagne, on parle des problèmes qui touchent donc la population. Tu vois, ça donc... Je pense que prochainement, nous parlerons de la politique américaine. Très bien. Donc, vraiment, je serais volontiers de revenir encore sur la scène. La semaine prochaine, on va travailler là-dessus. On va parler de Trump et Hillary Clinton. Donc, il faut mettre toujours dans la population. Mais nos politiciens en Afrique parlent toujours de la population. C'est que les gens remarquent, par exemple, donc, les députés, quand ils sont élus, bon, ils vont dans leur fief électoral justement pour... faire leur campagne, mais dès qu'ils sont élus, on ne les voit pas. Ils vous achètent le t-shirt, ils vous donnent quelques couplets de... Après les élections, c'est fini. Ils sont au palais du peuple, bon, donc le village, ils ont oublié. Donc peu d'entre eux rentrent au village pour faire compte, effectivement, donc, à la population, pour dire que voici les besoins que vous avez soulevés, et j'ai été au niveau du gouvernement central, voici ce que nous avons fait, donc voici ce que nous avons trouvé comme solution. Donc, on est là pour résoudre, on doit résoudre les problèmes, donc, effectivement, donc, de la population. Nous savons qu'on peut avoir un problème parce que, regarde, le pays venait de sortir d'une grande crise, donc avec le départ de Mobutu, tout ça, là, donc il y a sur le plan économique aussi, donc, certaines conditions qu'il faudra d'abord remplir, donc, pour commencer à relancer donc, l'économie, donc le développement du pays. Mais quelquefois, la population, c'est comme les enfants. Tu vois, donc, quand l'enfant, tu rentres à la maison, ton bébé te dit, mais papa, j'ai besoin de bonbons. Tu dis, non, je n'ai pas d'argent pour acheter des bonbons. Bon, lui, il ne comprend pas. L'enfant demande les bonbons. Ah non, lui, ce sont les bonbons. Quand tu donnes les bonbons, tu es un bon papa. Ouais, bon, quand tu ne donnes pas de bonbons, tu es un mauvais papa. Ouais, donc c'est justement ça. Parlons maintenant de l'opposition. L'opposition va dans 2 angles. Nous avons ceux qui veulent le dialogue, ceux qui veulent l'élection, et nous avons la 3e voie. Donc, qui viennent se créer avec les Fumutu et les autres. Parlons d'abord de ceux qui veulent aller tout droit aux élections. Comment vous interprétez à leur requête? Donc, ceux qui veulent aller aux élections, ils ont raison. Donc, c'est sur les dispositions constitutionnelles. C'est très simple, il ne faut même pas y réfléchir. Donc, la Constitution dit qu'il faudra organiser les élections, c'est fini. Donc, ça, c'est la première voie, la voie normale. Donc, il faut suivre. Mais si maintenant vous avez, comme on disait, l'autre groupe, c'est le groupe de Tshisekedi qui réclame le dialogue selon les accords d'Addis Abeba, tout ça là. Donc pour eux, ils ont dans leur lettre, comment dirais-je, leur feuille de route, donc roadmap, ils ont parlé
effectivement, dans le contentieux des élections, tout ça, là. Bon. Donc, Tshisekedi devait nous amener à renégocier les résultats de l'élection avec Kabila. Bon, nous ne savons pas. Parce qu'on parle seulement de contentieux. Alors, dans ces contentieux, bon, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais ces contentieux-là, dès que Kabila a fait mandat, les contentieux s'expirent. I don't know. I don't know. Oui, parce que donc, dès que... Tshisekedi devait prêter serment, Kabila avait aussi prêté serment, ils ont prêté parallèlement, mais effectivement, c'est Kabila qui a le pouvoir. Tshisekedi n'a pas obtenu son impérium. Ce qui veut dire que dès que Kabila fait mandat, Tshisekedi aussi fait mandat. Bon, c'est ce que certains disent. Ok, donc ils disent que... Non, mais ils ont tous prêté serment. L'un était bon, d'une façon officielle, s'il faut le dire, et l'autre, bon, il a fait donc à limiter. Donc, ce qui fait qu'au Congo, les gens peuvent dire qu'il y a deux présidents. Ben, l'un travaille, bon, l'autre ne travaille pas. Ne travaille pas. Donc, quand le terme, à la fin, au mois de décembre, donc quand le deuxième terme se termine, bon, les deux, leur terme se termine. Donc, il faut aller directement aux élections, on ne va pas dialoguer pour voir. Mais il y a aussi une troisième voix qui s'élève qui dit on va négocier après que Kabila. Ils attendent que le mandat de Kabila puisse d'abord expirer. Quand Kabila sera parti, là on se met pour négocier. Mais cela est pratique. Bon, négocier sur quoi? Non, non. La troisième voie dit qu'il y aura une passe comme Kabila n'a aucune élection. Il y aura une passe effectivement. Après le délai constitutionnel, Kabila part. On négocie maintenant pour pouvoir créer une éventuelle transition. Ça, c'est la troisième voie. Bon, ça c'est à débattre. Tu vois, ça dépend de ce que vous cherchez. Parce que il y a certaines voix qui vont se lever et dire ben, il ne faut pas créer un vacuum. Donc, même si aujourd'hui, toi, tu es ministre, bon, on me nomme ministre, et l'arrêté sort que je suis nommé ministre. Bon, cela ne veut pas dire que le fait que moi, je suis nommé ministre, l'arrêté a été donc publié, parce que l'arrêté dit donc l'actuel arrêté prend effet à la date de sa signature. Mais cela ne veut pas dire que donc ce jour-là, à telle heure, donc tu dois quitter le bureau. Tu vois, il y a quand même une période transitoire. Donc, toi, tu dois te préparer. Moi, je me prépare pour avoir... Ayons les pieds sur terre, de la contexte. Non, je parle sur le plan administratif. Je donne un exemple pratique. Oui. Aux États-Unis d'Amérique, le président américain Barack Obama était élu au mois de novembre. Il entre au pouvoir le 12 février, si je au mois de janvier. Au mois de janvier. 12 janvier, quelque chose comme ça. Donc, de novembre, décembre, janvier, nous avons 3 mois pour faire la transition. Donc, ils ont organisé leur élection au mois de novembre. Non. Bon. Il n'y a pas de disposition pour dire qu'il faut que quelqu'un soit là pour qu'on fasse remise à la prise. S'il n'y a pas un président élu au Congo, c'est la faute de qui maintenant? Donc, regardez, le terme, par exemple, dans le cas ici aux États-Unis, le président prête serment au mois de janvier. C'est à ce moment que son mandat, son terme commence. Oui, c'est quand il commence à effectivement travailler. Effectivement. Quand il est élu, donc on fait les élections, par exemple, le mois de novembre, pour savoir qui sera le prochain président. Oui. On a fait les élections, il continue son terme jusqu'à la reprise. Tu vois ça? Bon. Maintenant, au Congo, ils se disent que non, le mandat de l'actuel président se termine au mois de décembre. Je crois, de 19 au 18 décembre, là. Bon, ben, on doit, je crois, 90 jours avant ça, on doit organiser les élections. Ce n'est que normal. Donc, pour effectivement préparer l'actuel président donc, à faire ses paquets et puis partir. Donc, le 19, il y a passation de pouvoir. L'autre, le terme commence. Donc, c'est presque la même chose qu'ici aux États-Unis. On fait en novembre et en janvier, donc le terme commence. OK? Bon, mais maintenant, si nous arrivons au mois de janvier, et que donc Obama ne quitte, Obama ne quitte pas. Oui. Parce qu'à ce moment-là, ça devient maintenant un problème. Parce que son mandat est terminé et que les États-Unis n'ont pas encore élu un autre président. Donc, il faut, donc, il y a des problèmes, on ne peut pas élire Trump, whatever. Donc, à ce moment-là, est-ce que Obama sera obligé de partir? Non, je pense qu'il va... continuer les affaires courantes. Tu vois ça? Donc, jusqu'à ce que l'autre remplace. Donc, tu ne peux pas laisser un vacuum comme ça. Alors, selon les dispositions... Il y aura des comptes à rendre. Pourquoi est-ce que l'élection n'a pas eu lieu? There we go. Donc, quelles sont les raisons donc, qui feront que les élections ne puissent pas avoir lieu? Matungu le dit clairement que c'est dans l'obligation du pouvoir qui est aux affaires d'organiser les élections. Ça, c'est l'un de leur devoir patriotique d'organiser une élection, quels que soient les problèmes, quelles que soient les imperfections. That's correct. Donc, l'opposition, dans les camps Kamere et les autres, ont à fait raison de dire qu'on a élection malgré la révision des fichiers. Non, le professeur Matungulu ne fait que emphasize ce que la Constitution dit. Il ne dit rien de différent.
Donc la Constitution dit que 90 jours avant, il faut organiser les élections et le 19 décembre, il y aura passation de pouvoir. Donc comme le ministre Mendes a toujours l'habitude de le dire, il y aura passation de pouvoir civilisé entre les sortants. Bon, tu vois ça, donc maintenant, le problème c'est que le rendez-vous c'est le 19 décembre. So everybody now, tout le monde maintenant, essaie de voir qu'est-ce qui va arriver le 19 décembre. Donc, mais il ne faut pas aussi oublier que dans la politique, il y a aussi des stratégies. Il y a donc, au niveau de l'opposition, on veut savoir quel est le plan de la majorité présidentielle. On s'agite pour savoir qu'est-ce que mijote là-bas. Bon, la majorité présidentielle a ses stratégies. Il y a des fois, on envoie des gens qui font un peu beaucoup de bruit pour distraire l'opposition, tout ça. Là. Très calme. La succession de Kabila, c'est comme le jupon de la belle-mère. On ne sait pas regarder, on ne sait pas le toucher. C'est un tabou. Bon, on ne sait pas. You never know. Until Kabila se prononce. Il ne se prononce pas, c'est le problème qui inquiète. Bon, il peut se prononcer n'importe quand. Bon, de ce côté-là, il faut, je crois, devoir être un peu rationnel, objectif, dans le sens que il n'est pas obligé de dire que je ne serai pas candidat. La Constitution dit qu'il n'est plus candidat. Il n'est plus candidat. Oui. Donc lui-même, s'il n'est plus candidat, pourquoi je dois vous dire pourquoi je vais vous dire que je ne suis plus candidat? Mais c'est que nous attendons les élections. Tout le monde... Bon, on a avancé les raisons, il n'y a pas d'argent, le fichier électoral, tout ça. Bon, il y a, je crois bien qu'il y a une université qui a envoyé un expert là qui était au Congo. Oui, il est en train donc de faire l'évaluation pour voir quel sera le coût réel donc, de ces élections et comment est-ce que la communauté internationale peut effectivement donc, intervenir donc, pour aider à ce que les élections puissent avoir lieu. Mais ce qui concerne tout le monde, c'est avoir des élections paisibles. Alors, je crois bien que quand on parle des élections paisibles, il faudra que tout le monde se mette autour d'une table. Et on doit s'entendre, parce qu'on doit signer les règles du jeu. OK? On fait les élections, quand tu as perdu, tu dois accepter que tu as perdu. Bon, tu vois ça, donc on ne veut pas qu'il y ait des problèmes. Après, ah non, il y a eu tricherie, tout ça comme ce qui se passe au Congo maintenant. Et donc les gens... Alors donc, vous devez vous entendre avoir des élections où ce sera transparent. Donc ce que nous on veut, s'il y a des élections transparentes, l'AMP peut avoir, la majorité présidentielle peut amener son candidat, l'opposition son candidat, bon, les deux se retrouvent donc au front. Bon, le peuple est élu, qui sera le meilleur président? Le peuple va élire donc un nouveau président, donc il n'y a pas de problème. Mais je crois bien que donc, nous, les Congolais, nous devons comprendre que tout le monde, comme on le disait tantôt, là, donc, tout le monde veut devenir président au Congo. Hein, on crée un parti politique, on voudrait, mais on ne crée pas un parti politique pour le plaisir de le créer, on crée pour effectivement accéder donc au pouvoir. Et quand on accède au pouvoir, il faudra aussi tout faire pour le garder le plus longtemps possible. C'est ce que les gens racontent, mais il faut le garder. Dans certains pays, tu vois que les démocrates, par exemple, je prends même ici, il y a eu une trentaine d'années, il y avait que les démocrates qui dirigeaient, démocrates. Tu vois. Bon, justement, c'est ça, jusqu'à ce que les républicains donc renversent. Donc, c'est question que les politiciens doivent savoir ce qu'ils cherchent. Donc, ce qui est important, c'est la population. C'est le calme que nous voulons. Et on ne doit pas donc prêter comment dire, des intentions aux gens. C'est question de lire. Parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les gens parlent tellement beaucoup. Tu vois ça. Moi, j'ai vécu au pays, dans les pays tels que le Japon, j'ai fait la Corée, la Chine, tout ça. Là. Bon, leur façon de faire les élections, c'est un peu différent. Ils ont aussi des partis, beaucoup de partis comme nous. Mais tout le monde, même ici aux États-Unis, donc tout le monde met d'abord l'intérêt de la population. Donc tu deviens président parce que j'ai une mission, j'ai une vision pour mon pays. Voici ce que je veux faire pour mon pays. Et regardez ici aux États-Unis, quand chaque président part, il doit toujours laisser un héritage. Tu vois ça, nous parlons d'Obamacare. No, legacy, yeah? You got to live your legacy, you know. So quand tu parles maintenant, les gens doivent se rappeler, ah, il y a eu ceci, voici ce que la personne voici ce que le président tel a fait. Tu vois, donc chaque président dans son mandat est marqué donc, par ses réalisations, tu vois ça. Une avant-dernière question, Panama Papers a publié une liste de dirigeants africains ou leurs frères qui sont enrichis illicitement aussi dans le blanchissement d'argent. On a cité la sœur du président Joseph Kabila, aussi le neveu de Jacob Zuma, pour ne parler de ça. Et puis, pour vous dire qu'aussi, il y a un pays européen, si je me rappelle bien, c'est l'Islande. Tous les gouvernements a démissionné comme conséquence de l'implication dans ce scandale-là. Oui, que dites-vous, en tant que Congolais, de voir une Congolaise être citée parmi les gens qui se sont enrichis sérieusement? Et cette personne-là n'est que autre que la sœur de Kabila.
Bon, ben ça c'est une question un peu difficile, mais la façon, je vois ça un peu différemment. Ok, donc nous avons différentes cultures politiques. Et comme on dit, donc, la démocratie en Afrique, c'est pas la démocratie comme c'est aux États-Unis, comme en Europe. Donc, où les gens sont très sérieux et les gens s'en tiennent aux principes. Tu vois ça, bon, chez nous, les principes ne sont tellement pas respectés. Tu vois ça, donc on écrit, on a le papier, bon, quand ça vous arrange, vous l'utilisez, quand ça ne vous arrange pas, vous le jetez. Donc aujourd'hui, en Europe, les gens pensent à leur dignité, et disent, en tant que selon les lois donc, du pays, en tout cas, si on t'attrape dans l'histoire d'évasion fiscale, par exemple, là, donc c'est de l'argent que tu dois payer à l'État et que tu dois garder ça à l'extérieur pour que les gens ne savent pas. Donc à ce moment, c'est une infraction. Et tu seras donc sujet à des poursuites judiciaires. Ici, il est question de l'enrichissement scandaleux. Bon, enrichissement ou pas. Autant, quand tu fais évasion, ça peut être même $1 million d'évasion fiscale, donc tu peux être poursuivi pour ça. Okay? L'ARS ne va pas te donner... Dès que l'ARS apprend que tu gardes l'argent dans ces îles-là, donc ils vont te poursuivre. Mais il y a, comme d'habitude, il y a les lois, mais autour des lois, il y a toujours des loopholes. Oui, donc les gens toujours profitent des lois parce que les gens ne peuvent pas mettre des lois qui sont très fermes. There we go. You know? Donc il y a effectivement des loopholes, bon, les gens utilisent les loopholes. Si je fais mon business, j'ai de l'argent, je peux laisser ça donc, par exemple au Cuba, personne ne va m'emmerder, ça c'est l'argent, sera donc géré selon les dispositions donc, fiscales donc, de Cuba. Ça n'a rien à voir, cet argent n'est pas ici, mais quand j'amène l'argent ici, ça devient mon revenu, à ce moment donc je dois déclarer ça et payer les taxes. Bon, quand on déclare qu'il y a telle personne qui a de l'argent là-bas, bon, la sœur de Kabila, tout ça, bon, on comprend donc de par sa position, bon, elle a accès à certaines facilités, donc à certaines opportunités, donc toi et moi ne pouvons pas avoir par exemple. Donc, il serait mieux, on déclare ça que voici, ils ont 15 milliards, ils ont 30 milliards, 50 milliards de dollars. Bon, c'est bien, nous allons parler, mais au Congo. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On a entendu. Ce n'est pas la première fois. On a dit qu'Kabila avait 15 millions de dollars. Bon, c'est passé. Tu vois ça. Donc, ils ont dit eux-mêmes ça. Mais si nous, par exemple, on a un procureur, nous avons un problème. Donc, on doit poursuivre le président parce qu'on dit que personne n'est au-dessus de la loi. Donc, on trouve effectivement qu'il y a eu détournement, donc de l'argent, tout ça, là. Donc, on ouvre un dossier judiciaire pour suivre le président et puis il doit démissionner. C'est comme nous avons Nixon. Pendant les élections, on a pu trouver qu'il y avait de fraude, de Watergate, il est obligé donc de démissionner. Tu vois, bon, mais est-ce que l'Africain, la démission, c'est pas africain? Pour les Africains, c'est pas question. Démission, c'est pas africain. Et pour une dernière question, en tant que président de la communauté congolaise de Houston, avec un képi de Houston, oh, oui. la ville que vous aimez, je sais que vous avez été ici, Kamutomo Dikembe a joué pour les Rockets, le local de Houston, la équipe de basket. Yeah. Un mot au peuple congolais qui habite ici à Houston. Oh, pour mes frères et sœurs donc, de la grande communauté congolaise de Houston, j'aimerais quand même d'abord, comme on dit, l'Osako, vous voulez, guys get well, you know. Et, nous savons que il y a une dizaine d'années, la communauté était vraiment très petite. On a eu une vingtaine de familles, mais actuellement, nous sommes plus de 1500 avec l'arrivée donc de réfugiés. Il y a donc mais quand même certaines dispositions que nous sommes en train de prendre pour effectivement être actifs au niveau de la communauté et voir comment donc aider nos frères réfugiés donc, qui arrivent là. La communauté a son office qui est au niveau de l'Alliance. Peut-être prochainement nous allons en parler. Et quand nous préparons donc la fête du 30 juillet et puis le festival chrétien que nous sommes en train d'organiser au mois de juillet. Okay. Donc on parle là de ça. Donc à tous mes frères et sœurs de Houston, guys, I love you. I know that you have a lot of stuff to do. May God continue to bless you. If any problem that you have, just please give me a call. And all of you know my call, you know where I stay, you know, so just come to see me and I will be taking care of you. I love you guys. May God continue to bless you and bless all your family. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir. Okay.
Maxi Bien-être. Maxi Bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi Bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Kala Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme lama. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi Bien-être. Alors, on fait ça aux forces. Il y a beau pikiliki, il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être. Il y a un monde ingala so benda mutuka. Na minu, na bende bale na minu, na bende tre na minu. Petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu veux que site tout Congo Promo donc batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka. Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokakoswa kende liboso. Ozo sala fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezaku ya kosamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout partout. Bango ba limiter sur le partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo Promo TV Rafingindo number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à business pour le et que merci Soussou. Babi na patron un site au babi site à Gaillard Congo Promo. Babi Rafingindo donc ya yo ngo ba mbote belé, on ba la pembe na kati donc et pesa ngo zuwa te quoi donc voilà. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image. Rafingindo. Qui tombe la pierre. Congo Promo. Amérique. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi Bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Kala Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme lama. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi Bien-être. Alors, on fait ça aux forces. Il y a beau pikiliki, il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi Bien-être. Il y a un monde ingala so benda mutuka. Na minu, na bende bale na minu, na bende tre na minu. Petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais. Na.